Il y a une marque que tu as forcément croisée, le serpent vert à 3 têtes, le clavier qui brille de 1000 couleurs, la souris que la moitié des gamers au monde a posée sur son bureau, Razer. Pendant 15 ans, c'était la référence, le truc cool en tant que gamer. Sauf qu'aujourd'hui, cette boîte qui valait plus de 4 milliards de dollars a fait un truc que personne ne fait, elle a retiré ses propres actions de la bourse. Et à la place de sortir la prochaine souris légendaire, elle te propose aujourd'hui un petit hologramme d'intelligence artificielle posé sur ton bureau qui te regarde dormir et qui te coach pendant tes parties. Je te promets que je n'invente rien, voici la décadence de Razer. Avant de continuer, je te propose de t'abonner pour ne pas louper les prochaines histoires, que ce soit dans l'IA, le business et la tech, que je pourrais te raconter. Alors comment on passe de roi incontesté du gaming à ça? Alors c'est pas un accident, c'est une suite de décisions, une par une, qui racontent exactement comment une boîte géniale finit par se perdre. Et crois-moi qu'à la fin, tu auras une leçon que tu pourras appliquer à n'importe quelle marque que t'aimes ou ton business lui-même. Reste là, on déroule tout. Avant de raconter la chute, il faut que tu réalises la hauteur parce qu'ici, on ne parle pas d'une petite boîte, on parle d'une entreprise qui faisait dans les 1,5 milliard de chiffre d'affaires, 1,6 milliard en 2021 pour être plus précis, avec des centaines de millions de joueurs qui ouvraient son logiciel chaque jour pour régler leurs couleurs, leurs touches, leur sensibilité. À son pic, Razer valait en bourse dans les 4,4 milliards de dollars. Bref, à une époque, tu étais soit chez Razer, soit tu devais y être. C'était pas juste une marque, c'était un peu comme Apple, c'était une identité. Et pourtant, toute cette hauteur va se fissurer lentement de l'intérieur. Alors, remontons au début. En 2005, deux hommes rachètent une marque quasiment morte. Le premier, c'est Tan Milliang, un avocat singapourien qui s'ennuie, ferme dans son cabinet et qui, le soir, est un gamer obsessionnel. Le deuxième, quant à lui, est Robert Krakoff, surnommé Razer Guy, un vétéran du marketing dans le jeu vidéo. Ils sont donc les cofondateurs en 2005. La marque, elle, pourtant, existait déjà depuis 1998 autour d'une souris gaming appelée Boomslang, mais la boîte d'origine avait fait faillite. Donc Tan et Krakoff récupèrent le nom et avec lui une idée toute simple, presque banale même aujourd'hui, mais radicale à l'époque. Et leur philosophie, elle tient en 4 mots: for gamers, by gamers. Du matériel pensé pour les joueurs, par les joueurs. Pas par des comptables, pas par un service marketing déconnecté, par des gens qui jouaient vraiment le soir. Et c'est ça qui va tout changer. Là, c'est ce qu'on appelle du flair ou du bol, mais il tombe au moment parfait. Parce qu'au milieu des années 2000, le gaming, il explose. On passe du loisir un peu honteux dans la chambre à un truc pris au sérieux avec des compétitions, des spectateurs et de l'argent. Et soudain, le matériel, ça devient un argument. Avoir une bonne souris, un bon clavier, c'est plus un détail de geek, c'est un avantage compétitif. Le bon réflexe au millième de seconde, ça compte, et Razer arrive pile dans cette vague avec exactement le bon discours. On est là pour te rendre meilleur. Tout ce qu'il leur faut maintenant, c'est le produit qui va le prouver. Et ce produit, tu l'as déjà certainement vu, c'est la Desader, une souris, c'est juste une souris pour le moment, qui est sortie en 2006, mais elle est tellement bien foutue, tellement précise, tellement confortable, elle tenait tellement bien en main que les joueurs n'en revenaient pas. La forme, comme je le disais, elle épousait parfaitement la main, le capteur suivait le moindre mouvement et surtout elle faisait une chose et elle la faisait à la perfection. C'était juste l'obsession du minimalisme du détail et plus de 20 millions d'exemplaires ont été écoulés au fil des années. Mes chiffres datent de 2024. Le produit d'abord, donc la qualité avant le reste, c'est exactement ce qui faisait Razer et c'est pour ça que je les ai comparés aussi à Apple. C'est exactement ce que Razer, par contre, eux, vont finir par oublier. Pendant un temps, pourtant, ils gèrent leur croissance comme des champions. En 2010, ils sortent le Black Widow, présenté comme l'un des premiers claviers mécaniques vraiment pensés pour l'e-sport.
Après ça viennent les laptops, les ordinateurs de la gamme Blade. Des PC portables de gamers qui, pour une fois, ne ressemblaient pas à des engins de chantier avec d'énormes néons, etc. Fins, élégants, presque des objets de luxe. Et tu vois, tout ça, ça reste un peu dans leur domaine. Les souris, le clavier, le PC, tout pour le gamer. Note bien ce mot, cohérent, parce que, on en reparlera plus tard, il va bientôt disparaître complètement de leur lignée. En 2017, Razer entre en bourse à Hong Kong sous le ticker 1337. 1337, en langage gamer, ça se lit lit pour élite. Même leur code boursier était un clin d'œil aux joueurs. C'est pour dire jusqu'où va l'obsession pour le détail. Bref, l'action s'envole dès le premier jour. La boîte lève dans les 500 millions de dollars, 529 millions exactement. Et le fondateur, donc l'ancien avocat qui s'ennuyait, devient l'un des plus jeunes milliardaires de Singapour. C'est le sommet absolu de la montagne, le champagne coule, tout le monde sourit, et tu connais la règle des sommets, c'est précisément là que commence la descente. Parce que doucement, ça commence un peu à partir dans tous les sens. Des chaises de gaming, des bureaux modulaires, des bouts de console, le rachat de THX, donc le truc du son au cinéma, en 2016, et plus tard leur propre chaise Liscure. Alors c'est vrai que pris séparément, chaque petit parti peut se défendre. Une chaise pour du gamer, pourquoi pas, du bon son, c'est logique. Mais mis bout à bout, si on regarde le tableau dans l'ensemble, ce n'est plus une marque de précision, c'est un peu un catalogue qui s'éparpille. Tu commences à sentir le truc, c'est comme si Razer ne savait plus très bien ce qu'elle était censée être. Et le meilleur de cet exemple, il arrive maintenant. Razer sort un téléphone. Un smartphone en 2017, puis une deuxième version en 2018, donc Razer Phone 1 et Razer Phone 2. Sur le papier, c'était un peu le rêve du gamer, un des premiers écrans à rafraîchissement ultra rapide, un son énorme, un design tout en angle, démontable, etc. Et puis plus rien. Deux modèles et le projet disparaît. Sans annonce, sans adieu, sans explication. Comme si il n'avait jamais existé. Donc du jour au lendemain, Razer arrête de faire des téléphones et fait semblant que ça n'a jamais été un sujet. Une marque qui veut être partout et qui abandonne en silence dès que ça résiste. Mais attends de voir parce que la suite c'est encore un peu plus étrange que ça. Là, ça en devient presque comique. Razer se met aux boissons énergisantes avec une marque appelée Respawn. Elle sort une chaise en édition Lamborghini, et puis aussi il y a eu le masque pendant le Covid. Ils ont lancé un masque qui s'appelait le Zephyr, vendu comme du niveau N95, sauf qu'il n'en était pas vraiment. Là par exemple on a Razer qui est une marque qui est bien connue des gamers, qui produit des souris, des claviers, des casques pour les joueurs. Et donc là on a ce casque qui a été présenté alors qui est complètement transparent, assez sympa, amplificateur de voix intégré hein, pour quand vous parlez, pour qu'on vous entende bien malgré le port du masque. C'est vraiment la Dark Vador du coup. Ah oui, là pour le coup il y a un petit côté Dark Vador. Et alors il y a plein d'autres choses qui sont en train d'arriver, il y a LG. Par contre dans le domaine de la santé, ça ne pardonne pas et la FTC, le régulateur américain, est intervenu et Razer a dû rembourser plus d'1 million de dollars pour ses affirmations trompeuses. Donc c'est là qu'on réalise un peu l'ironie. La marque qui s'est construite sur la qualité avant tout se fait épingler par le régulateur pour une promesse non tenue. L'ADN d'origine de la marque commence sérieusement à se fissurer. Le plus ironique dans tout ça, c'est que un des trucs qui marche le plus pour la marque à ce moment-là, c'est de la finance. Razer développe une branche de paiement, Razer Gold, Razer FinTech, et ça devient un vrai succès. Presque par accident. Donc à ce stade de l'histoire, même leur réussite pose des questions un peu gênantes. Qu'est-ce que Razer en vrai? Une marque de gaming, une boîte de paiement, une marque un peu lifestyle? Personne ne sait vraiment répondre à ça et quand une marque ne sait plus quoi dire, qui elle est en une phrase, c'est rarement bon signe. Alors oui, il y a eu une bonne nouvelle, en fait le Covid leur a fait un cadeau inattendu. Tout le monde enfermé à la maison, tout le monde se remet à jouer et les ventes de matériel explosent à ce moment-là. Razer passe d'environ 1,2 milliard à 1,6 milliard de chiffre d'affaires et signe enfin un vrai bénéfice après des années dans le rouge. Sauf que, et c'est important, les marges sont très minces. C'est un rebond, mais un rebond fragile porté par une situation mondiale exceptionnelle qui n'allait pas durer. C'est le genre de bénéfice qui peut te faire sourire sur le moment, mais qui peut s'évaporer au moindre coup de vent. Et le coup de vent, justement, il se prépare.
En 2022, Razer prend une décision rare. Elle quitte la bourse d'elle-même. Elle retire ses propres actions de la côte de Hong Kong. Alors tout le monde se pose la question, pourquoi une boîte ferait ça volontairement? Officiellement, l'action stagnait, le titre s'échangeait peu et la direction estimait que le marché sous-évaluait Razer. Et puis, être une société privée, ça te libère, tu peux faire des paris à long terme sans des actionnaires sur le dos. L'opération, menée par le fondateur et le fonds CVC Capital Partners, valorise Razer autour de 3,2 milliards de dollars. Encore une fois, comme c'était une boîte privée, il n'y a pas besoin de tout dévoiler publiquement. Donc le silence s'est installé, mais ce qui en est sorti, c'est pas très rassurant quand même. C'est des revenus qui stagnent et des profits qui se seraient effondrés. Certaines sources parlent même d'une chute de plus de 90%. Mais attention, il faut prendre ces chiffres avec des pincettes parce que comme c'est une boîte privée, on ne peut pas vérifier comme du temps de la bourse. Mais c'est peut-être ça le vrai signal, quand une entreprise qui aimait afficher ses milliards devient soudainement très discrète sur ses résultats en général, ce n'est pas parce que tout va merveilleusement bien. Et comme si les problèmes internes ne suffisaient pas, le monde extérieur s'y met. D'abord, les droits de douane américains qui renchérissent tout ce qui est importé, ensuite la mémoire, la RAM, le stockage, les composants essentiels dans les PC. Les prix se sont encore une fois envolés ces dernières années dû à l'intelligence artificielle. Et rappelle-toi, je t'avais déjà dit que les marges de Razer étaient très fines, mais là, ils étaient dans le rouge et ils vendaient presque à perte. Et puis, ce détail qui en dit long, le 2 avril 2025, pile le jour de l'annonce des nouveaux tarifs, Razer coupe la vente de plusieurs de ses produits sur son site américain. Le géant du gaming qui ferme partiellement sa boutique sur son plus gros marché. Voilà où on en est. Et c'est là que Razer sort sa réponse à tout ça. Accroche-toi. Sa grande idée pour l'avenir, ça s'appelle le projet AVA. Au départ, en 2025, c'est un coach d'e-sport par IA, un assistant qui analyse en temps réel ta partie et te dit quoi faire. Mais comme tu t'en doutes déjà, ça divise, mais les années suivantes, enfin en 2026, AVA devient donc autre chose. Maintenant, c'est juste un petit hologramme de bureau, 5 cm et des poussières propulsé par Grok. Avec une caméra et des micros, un personnage animé posé à côté de ton clavier qui te regarde, qui t'écoute, qui te suit, du réveil jusqu'au coucher. Razer l'appelle, je cite, « ton ami pour la vie ». Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Revenons une seconde à la Decider, cette souris, juste une souris, mais parfaite. Et c'était ça, à ses débuts. Razer, c'était une chose faite à la perfection. Donc le problème, ce n'est pas d'avoir grandi, le grandir, c'est sain. Le problème, c'est d'avoir oublié pourquoi on les aimait. Petit à petit, à force de vouloir vendre des chaises, des téléphones, des masques, de la finance, des hologrammes, ils ont arrêté de répondre à la seule question qui compte, qui on est et qu'est-ce qu'on fait de mieux. Bref, pendant que Razer partait dans toutes les directions, d'autres ont fait exactement l'inverse. Des concurrents comme Logitech ou Corsair ont creusé l'écart. Ils ont affiné, consolidé, perfectionné leur cœur de métier au lieu de se diluer. Même marché, même époque, même vent contraire et pourtant des résultats qui vont à l'opposé. Et c'est là toute la différence d'une marque qui se demande encore qui elle est. On peut prendre le cas de Logitech avec ses souris MX Anywhere ou MX Master avec différentes versions qui ont itéré sur le même produit mais en le rendant meilleur tout le temps. C'est ce que je pense aurait dû faire Razer à ce moment-là. Mais c'est ma vision des choses. Alors la vraie question que je te laisse aujourd'hui, c'est est-ce que le serpent à 3 têtes a encore un dernier coup dans le ventre? Et si cette histoire t'a appris un truc sur une marque que tu as connue, que tu aimes, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce bleu et on se revoit très vite.